Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les titres. Jour J pour la campagne électorale du second tour de la présidentielle, due à la distance entre les deux finalistes. Et Radzonar Mapian était dans la région Haute-Matsiach, tandis que Jean-Louis Robinson est resté au Maghreb-Euric. Début de campagne assez discret pour les candidats aux législatives dans les capitales. Le passeport électronique disponible à partir de lundi, l'ancien passeport biométrique reste toutefois valable jusqu'au 31 décembre 2013. Et enfin, 5e jour de manifestation des chemises jaunes à Bangkok, en Thaïlande. Les partisans demandent le départ du gouvernement. Ils sont entrés de force au quartier général de l'armée de terre. Début de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle et des législatives ce jour. Les candidats ont 21 jours pour convaincre les indécis. Les deux finalistes au second tour de la présidentielle sont déjà à pied d'œuvre. Et Radzonar Mapian était ce matin à Vuibat Fianarantsu, tandis que Jean-Louis Robinson a choisi le fief de la mouvance Ravalmanan à Beuric pour démarrer la campagne. Dans les deux camps, les stratégies divergent. Le candidat du Evavawan Madagascar se rapprochera davantage de la population, tandis que Jean-Louis Robinson, de son côté, aura fort à faire dans les côtes, là où il a le plus perdu de voix lors du premier tour. Ainsi, depuis hier, les QG de ces deux finalistes sont en effervescence. Dernier préparatif, par exemple, pour l'équipe de Radzonar Mapian, au QG de l'association Tanmin, était sur place Mambao Kafechanyan et Nzaranjiansou. Il fait déjà nuit sur la capitale. Ici, à Tanmin, la journée n'est pas prête de se terminer. À l'intérieur, le QG est en effervescence. On attend les consignes. On discute des affaires nationales. On prend sa part d'affiches pour la propagande. Au premier étage, le directeur de campagne est partout. Il sillonne les couloirs d'un pack à danser. Son téléphone ne le quitte pas. Depuis quelques jours, il est en contact permanent avec les autres équipes éparpillées dans tout Madagascar. Dans une équipe de campagne, c'est le directeur de campagne qui donne toutes les consignes. Nous avons formé tous nos coordonnateurs implantés dans tout Madagascar pendant 2 jours à Tana, les délégués de bureau de vote, les responsables de campagne. Nous avons discuté ensemble de la manière d'éviter les erreurs qu'on a pu commettre lors du premier tour. Dans le camp du Evavawan Madagascar, l'équipe est fin prête pour affronter le second tour. Et pour bien démarrer la bataille, l'équipe s'accorde un moment de prière et Radzonar Mapian assiste bien évidemment au culte. Aux côtés du candidat, sa femme, ses proches conseillers. Toute l'équipe est au grand complet la veille du début de la propagande. Le candidat lui-même se dit prêt pour le round final. Je suis prêt, je viens de recevoir la force du Saint-Esprit et c'est ce qu'il me fallait. C'est important de démarrer la campagne avec un culte. Les candidats ont moins d'1 mois pour convaincre les indécis. Pour la première journée de la campagne, et Radzonar Mapian a choisi Vuibat à Fianarantsu. Et comme je le disais dans le titre tout à l'heure, on a assisté à un début assez timide pour ce premier jour de la propagande. Pour nos candidats aux législatives, la plupart a préféré organiser des cultes et des animations dans les rues aux grands meetings populaires. Le récit de Mambao Kafechanyan et de Nzaranjiansou. Depuis ce matin, les Tananariviens vivent au rythme des animations en tout genre. Dans le 6e arrondissement, la candidate de la plateforme soutenant Andi Radzuel a débuté la campagne par l'inauguration de son QG à Mbumanage. Le nombre des candidats en lice ne veut rien dire pour moi. Je peux vous assurer que je suis fin prête pour les affronter tous. Pour d'autres, comme la candidate Michelle Ratzvalak en lice dans le 1er arrondissement,
Un culte marque le premier jour de la propagande. La candidate se dit prête à affronter ses rivaux. Je n'ai pas peur. Si j'avais des doutes sur mes capacités, je n'aurais pas accepté les consignes du président Andradzuelin. C'est lui qui m'a demandé de me porter candidate dans le premier arrondissement. Tout comme lui, je pratique aussi le karaté. Et tout le monde sait que les karatékas n'ont peur de rien. Michel Ratzvalk n'a pas peur de ce combat. Dans les rues de Tana, les animations mobiles sont partout et la pose d'affiches reprend de plus belle. L'ex-candidat à la présidentielle Anjananarve reste discret sur sa position au second tour jusqu'à aujourd'hui. La plateforme malagasy Miaramiang n'a pas pris de décision officielle allant dans ce sens. Leur priorité serait pour l'instant les législatives et ce matin devant la presse, Anjananarve a présenté officiellement les 100 candidats aux législatives proposés par le MMM. Et en parlant toujours d'alliance politique, Camille Vital vient de déclarer officiellement cet après-midi qu'il va soutenir Jean-Louis Robinson au second tour de la présidentielle. Les bureaux des quartiers au centre des élections, depuis ce matin, pas de répit pour le personnel. Du boulot les attend pendant ces 21 jours de propagande et le jour des élections jumelées. Mais quelles sont en réalité leurs missions? Une enquête cinéma Pionara Valson et Nzara Ndiansour. Au bureau du quartier d'Antanmin, le personnel commence la campagne électorale par le remplacement de certains membres du bureau de vote. Nous avons dû remplacer certains membres du bureau de vote du fait de leur indisponibilité. Certains ne sont plus intéressés par ce travail, ayant jugé leur indemnité trop petite. Situé en plein centre-ville, ce quartier ne dispose pas de terrain pour tenir des grands meetings. Ici, les candidats n'ont pas le choix. Il faut faire de la porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Tous ou presque l'aura compris, le bureau du quartier reçoit pas mal de demandes d'autorisation en ce moment. Nous avons beaucoup de candidats aux législatives. On leur a incité à déposer une demande d'autorisation au Fouktan et auprès du chef de district et du préfet de police. Il faut savoir que nous ne sommes pas les seules autorités compétentes à trancher là-dessus. Lors du premier tour de la présidentielle, il n'y avait pas eu de tableau d'affichage pour la propagande dans ce quartier. Les responsables n'ont de cesse demandé d'en avoir à cet endroit précis devant le CEG. Au cours des élections, lors des premières, deuxième et troisième républiques, c'est toujours à cet endroit qu'on met le panneau d'affichage. Je suis quand même étonné qu'on n'a pas cette infrastructure, car nous savons tous que les deux finalistes au second tour de la présidentielle ont tous leur QG dans mon quartier. Faute de panneaux, tout le monde pourrait poser les affiches n'importe où. C'est ce qu'il faut absolument éviter. Pendant moins d'un mois, le personnel des bureaux des quartiers aura fort à faire avec les demandes d'autorisation qu'il faut accepter ou pas, ce personnel qui est même au centre du processus électoral. Sans transition, le passeport électronique sera délivré à partir de lundi selon le ministère de la Sécurité intérieure. Ce passeport fonctionnera à l'aide d'une puce électronique et à tout moment, le service de délivrance des passeports ANUS peut contrôler les passeports mis en circulation grâce à un matériel qui sera installé à l'aéroport international d'Ivato. Et contrairement au prix annoncé il y a quelques mois, ce nouveau passeport coûtera 110 000 arrières. Sachez aussi que l'ancien passeport biométrique est encore valable jusqu'au 31 décembre 2014. Dans les actualités internationales, les chemises jaunes mobilisées depuis un mois demandent le départ du chef du gouvernement thaïlandais Yingluck, la sœur de Thaksin Shinawatra, toujours en exil et renversée par un coup d'état militaire en 2006. Les manifestants ont investi le quartier général de l'armée de terre à Bangkok. France 24. Si, tout un symbole pour ces manifestants anti-gouvernement. Au 5e jour consécutif de rassemblement, ils sont moins nombreux, mais toujours aussi déterminés.
Nous devons continuer à nous battre parce que nous n'aimons pas le système de Thaksin et sa gouvernance. Sa politique profite du peuple thaïlandais. Il a créé un système qui est mauvais pour l'économie. Nous continuons parce que cette première ministre est inutile. La première ministre Yingluck Shinawatra a pourtant appelé l'opposition à cesser les manifestations jeudi, lors d'une allocution télévisée. Mais rien à faire, drapeau national à la main et sifflet en bouche, des centaines de protestataires ont défilé dans les rues de Bangkok. Ils ont même coupé l'électricité au siège de la police et dans un hôpital de la capitale. Ces manifestants réclament notamment le départ de la première ministre, qui vient pourtant de remporter haut la main un vote de confiance au Parlement. Elle est accusée d'être une marionnette aux mains de son frère Thaksin, ancien chef du gouvernement, destitué en 2006 pour corruption. Il vit désormais en exil. Le mouvement devrait gagner en intensité dans les prochaines heures. Ce vendredi, les chemises jaunes ont décidé de marcher en direction du parti au pouvoir. Les chemises rouges, pro-gouvernement déjà mobilisées en province, s'apprêtent à converger vers la capitale. Une confrontation dans les rues entre les deux camps se prépare ce samedi. En Égypte, un étudiant a perdu la vie dans des affrontements entre les autorités et les frères musulmans. Les manifestants s'opposent à la promulgation d'une loi interdisant la plupart des manifestations. Et toujours au Maghreb, l'enquête avance sur les 7 moines de Tibérine assassinés en 1996. 17 ans après les faits, un juge français a obtenu le droit à l'autopsie. Il a reçu le feu vert des autorités algériennes. France 24. Les têtes des moines de Tibérine autopsiées par des experts français. Le juge antiterroriste français Marc Trévidic a obtenu le feu vert des autorités pour les exhumer dans le cadre de son enquête sur leur assassinat. Objectif, chercher d'éventuelles traces de balles et constater si les têtes avaient été coupées avant ou après le décès des moines. Les religieux cisterciens ont été enlevés et assassinés en 1996 en Algérie dans leur monastère au sud d'Alger. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, ce qui depuis a alimenté des rumeurs sur la cause de leur mort. Alger affirme que les 7 moines ont été décapités par des islamistes qui les avaient enlevés, une thèse confortée par une revendication des groupes islamiques armés, les GIA. Mais l'enquête judiciaire ouverte en France depuis 2009 n'écarte pas une bavure de l'armée algérienne, une thèse que le témoignage d'un ancien attaché de défense à Alger est venu corroborer. Dans ce dossier, la coopération avec Alger est déterminante. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a indiqué à François Hollande vouloir aller au bout de l'enquête. Mais l'avocat des parties civiles interrogé sur l'antenne de France 24 déplore la persistance de certaines entraves à l'enquête. On se heurte à beaucoup de blocages et d'opacité du côté algérien. Donc le refus qui a été opposé au juge Trévidic de pratiquer lui-même certaines auditions s'inscrit un peu dans cette continuité. Et je trouve ça tout à fait regrettable. Le magistrat antiterroriste n'a pas obtenu l'autorisation de la part des autorités algériennes d'auditionner certains officiers des services de renseignement et des islamistes repentis ou incarcérés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.